suis tombé sur l'eau, qui n'était pas prévue au départ. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a des liens? Alors, en fait, en creusant justement, que nous dit la science de l'eau? Et je parle de la science la plus sophistiquée, je ne parle pas de la science qu'on trouve à la télévision ou de la science qu'on trouve dans des magazines de vulgarisation. Je parle de la science qu'on trouve dans les revues de spécialistes, donc de la physique quantique, de la relativité et de la topologie. Donc on trouve que l'eau est formée de ces domaines de cohérence qui peuvent stocker une fréquence. Et qu'est-ce que c'est que la musique? Ce sont justement des successions de sons, donc de fréquences. Donc à partir du moment où l'eau est capable de mémoriser des fréquences et que la musique est elle-même analysable en termes de fréquences, ce que savent tous les musicologues, vient automatiquement la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien assez étroit entre la musique et l'eau? Et ce qui, moi, toujours me fascine, c'est que on peut pleurer en écoutant une musique. Mais qu'est-ce que c'est que les larmes? C'est de l'eau. Et donc, la question que je me pose, c'est pourquoi la musique fait pleurer alors que on peut pleurer, c'est vrai, devant un tableau, mais ça me semble plus difficile. Il me semble que la musique vraiment nous touche beaucoup plus. Donc la science nous apprend que l'eau est faite de domaines de cohérence qui peuvent mémoriser des fréquences. Ce sont des fréquences électromagnétiques, mais peu importe, des fréquences. Et d'un autre côté, la musique, enfin la science de la musique, puisque la musique on peut avoir une approche très scientifique de la musique, qui s'appelle les séries de Fourier, peut décomposer un son en fréquences. Donc on voit très bien qu'il y a une correspondance entre musique, eau et fréquence par le biais justement de cette notion de fréquence. Et moi ce qui m'a toujours frappé, c'est que je connais personne qui ne soit pas touché par la musique. On peut aimer, on peut détester, on peut être énervé, mais la musique ne peut pas laisser indifférent. Ça veut dire qu'elle s'adresse à quelque chose qui est profondément en nous. Et qu'est-ce qui est profondément en nous? Qu'est-ce que nous sommes à 99%? De l'eau. Donc pour moi, la musique s'adresse à l'eau de notre corps. Et comme l'eau de notre corps mémorise des fréquences, que la musique est une succession de fréquences, un rythme, un mouvement, forcément il y a des relations qui doivent exister entre ces choses-là. Donc quand on creuse ça, évidemment, toujours dans un cadre scientifique, je ne suis pas un musicologue, mais il y a le problème de ce qu'on appelle les ondes d'échelle. C'est-à-dire que la musique sont des ondes sonores, alors que l'eau stocke des ondes électromagnétiques qui ne sont pas de même nature. Donc il faut ce qu'on appelle des transducteurs. Il y a des choses qui sont capables de transformer un son en fréquence électromagnétique ou réciproquement. Il se trouve que ces transducteurs existent, puisque toute molécule qui est asymétrique, qui n'a pas de centre de symétrie, est capable, à ce qu'on appelle un tenseur piézoélectrique, c'est-à-dire qu'elle est capable de transformer de la pression mécanique en électromagnétisme et réciproquement. Et toutes nos molécules sont justement non centrosymétriques dans la cellule. Donc on a cette capacité effectivement, disons, inscrite dans nos structures, de pouvoir convertir du son en électromagnétisme ou de l'électromagnétisme en son. Donc on voit très bien comment la musique peut agir sur nos domaines de cohérence. On part d'une onde sonore, avec un milieu piézoélectrique, on peut transformer cette onde sonore en onde électromagnétique qui, elle, va influencer les domaines de cohérence. Et donc là, on comprend, comme on est fait à 89% d'eau en ombre, que la musique ne peut que nous toucher. On s'adresse à ce qui nous fait le plus, qui nous constitue en termes le plus. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante en relation avec ça, c'est lié à une symétrie que beaucoup de physiciens ignorent et que j'ai découvert grâce à un ami qui s'appelle Joël Sternheimer. C'est ce qu'on appelle la symétrie d'échelle. C'est-à-dire que quand vous faites de la science, vous ne vous posez pas la question de l'unité que vous allez choisir. Vous vous dites, je prendrai l'unité qui est la plus commode. Par exemple, si vous voulez mesurer
À la cuisine, vous parlerez en grammes. Mais si vous êtes sur un accélérateur de particules, vous ne parlerez pas en grammes, parce que c'est beaucoup trop. Vous parlerez en picots, ou en femtos, ou en zeptogrammes. Oui, mais attendez. Si vous changez l'échelle, vous allez peut-être changer le phénomène. Eh bien non. La nature est faite qu'on a cette invariance d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut toujours parler de la masse, que ce soit à l'échelle du gramme ou à l'échelle du zeptogramme. Et ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie en physique. Et dès qu'on a une symétrie en physique, on a ce qu'on appelle un opérateur en physique quantique. Il y a quelque chose derrière qui explique qu'il y a une symétrie, qu'il y a une invariance. Et lorsqu'on fait ça, on déroule la théorie mathématique, Joël Steinheimer l'a fait, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve ces fameuses ondes d'échelle. C'est-à-dire que si vous analysez par exemple la répartition des masses des particules élémentaires qui vous constituent, qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on fait le spectre de masse? Eh bien, on trouve la gamme tempérée de Bach. C'est quand même assez fantastique. Vous avez des particules élémentaires qui sont des pions, des kaons, des protons, des muons, enfin, tout ce qu'on voit dans les accélérateurs de particules. Vous faites les transpositions d'octaves qu'il faut et vous trouvez la gamme tempérée de Bach. Donc ça veut bien dire que Joël Steinheimer appelait ça la musique des particules. Mais il y a pire que ça. C'est que si, maintenant vous regardez, quand vous créez une protéine, vous avez ce qu'on appelle un ribosome qui prend un acide aminé et qui l'accroche. Lorsqu'on prend les masses des acides aminés et qu'on transpose des octaves comme pour les particules élémentaires, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve la gamme de Bach, tempérée. Donc on voit bien que toute la nature fonctionne sur une gamme musicale. Et donc maintenant, pour ça je trouve que c'est des choses qui devraient être enseignées en université. Il y a une relation entre la musique, la science et l'eau. Elle existe, peu de gens la connaissent, mais si on la connaît et si on veut bien prendre la peine de l'étudier, ça veut dire qu'on peut soigner avec de la musique, ça veut dire on peut le faire. Hein. Vous pouvez faire écouter à une plante une sonate de Mozart, peut-être qu'elle poussera mieux, qu'elle sera moins malade. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fascine, de justement pouvoir jouer, bien sûr, avec l'eau, mais aussi avec le son. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui que, scientifiquement parlant, en produisant un son, on va pouvoir changer une structure à base d'eau. Et comme on est fait d'eau, ça veut dire que le son nous structure. Et c'est là où on retrouve les travaux d'un Lothar Wasser qui effectivement joue avec l'eau pour montrer que quand on imprime des fréquences dans l'eau, on a des structures qui nous rappellent les formes vivantes. Donc tout prend du sens. Et combien de gens le savent? Très peu. Et donc c'est pour ça que je voulais parler de ces relations qu'on peut établir entre la musique, la science et l'eau. Des choses qui, pour la musique du moins et la science, c'est vraiment des choses qui sont très, très proches l'une de l'autre. Et finalement, je comprends mieux pourquoi finalement j'ai eu une grand-mère musicienne, puisque comme j'étais destiné à travailler avec l'eau visiblement et que je voulais faire une carrière scientifique, il fallait aussi que j'ai une culture musicale.